Je m'excuse par avance pour le titre un peu pompeux de ma présentation. J'ai essayé de faire une présentation pour vous présenter en fait à la fois ce qui a été fait en fait par le passé sous l'impulsion de Dominique Grappier, de Bruno Millet et de Christian Barillot, et puis également ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tout en intégrant en fait tous les travaux que Christian Barillot a développé dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc vous voyez, j'ai essayé de travailler avec plusieurs contraintes, ce qui a abouti à ce titre un peu pompeux, et je m'en excuse. Alors, tout d'abord, sur cette notion en fait de biomarqueur en neuroimagerie, puisque on sait tous qu'il y a eu un essor assez important en imagerie cérébrale dans le domaine de la psychiatrie, des neurosciences affectives, des neurosciences décisionnelles, et de comment est-ce que ces grands phénotypes comportementaux qu'on peut appeler la prise de décision ou la dysrégulation émotionnelle a été intégré en fait dans une meilleure compréhension de la physiopathologie des maladies mentales, notamment en fait des troubles affectifs. Alors, je vous présente ici une figure d'une chercheuse qui s'appelle Williams, qui travaille à Stanford et qui projette en fait sa vision personnelle de comment est-ce que la psychiatrie doit évoluer pour se rapprocher en fait pour optimiser en fait la thérapie. Pour elle, en fait, si on prend l'exemple de la dépression, à gauche de la figure, vous voyez donc tous ces personnages colorés. Pour elle, il y a mille et une façons d'être déprimé, et l'approche catégorielle pure en fait engendre trop d'hétérogénéité dans les populations, et les guidelines thérapeutiques actuelles en fait ne sont pas adaptés à ces différents profils de maladies dépressives. Donc pour elle, on doit en fait pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'outils, ce qu'on voit au centre de la diapositive, et parmi ces outils, elle met en avant en fait l'emploi d'un type d'imagerie bien particulier, qui est l'imagerie en fait de repos en signal bold, qui va en fait permettre d'identifier la connectivité des différentes structures cérébrales au repos. Il s'avère que c'est effectivement une imagerie qui a montré de la fiabilité dans la reproduction intra-sujet à travers le temps, mais également dans différentes populations. On a pu identifier un certain nombre de réseaux bien robustes qui corroborent également les réseaux de connectivité anatomique. Donc, il y a des arguments, si vous voulez, issus de la littérature scientifique qui appuie ce choix. Et puis à droite de la diapositive, elle imagine en fait, elle dit on devrait pouvoir avoir identifié en fait des biotypes bien particuliers dans le cadre des troubles affectifs et des dépressions, et des dépressions également anxieuses. Et on doit pouvoir en fait plus reposer sur les bases biologiques, les bases physiopathologiques, pour pouvoir dégager en fait des stratégies thérapeutiques personnalisées. Alors merci, c'était tout à fait au bon moment. Le changement de diapositive, je vous remercie. Si on rentre un peu dans le détail, donc je ne pense pas que ce soit utile dans le cadre de cette présentation vraiment de se focaliser sur les structures cérébrales qu'elle imagine, mais elle s'appuie sur une analyse de la littérature et puis sur des travaux de méta-analyse et également pour dire qu'il existerait en fait 6 grands biotypes dans le cadre des maladies affectives, et que ces 6 grands biotypes engagerait en fait un réseau par défaut bien particulier. Donc, il y a le réseau par défaut, le réseau de la salience, le réseau qui va sous-tendre en fait toutes les émotions négatives, qui vont être donc
exagéré, augmenté, le réseau qui sous-tend toutes les émotions positives qui vont être plutôt diminuées, et puis deux réseaux qu'on va plus pouvoir rattacher en fait aux troubles cognitifs associés aux pathologies affectives, avec un déficit attentionnel et un déficit du contrôle cognitif. Et donc, elle, dans ses perspectives et j'imagine également dans son agenda de recherche, elle dit que, conformément à la bonne définition en fait des biomarqueurs, un biomarqueur doit être spécifique également d'une thérapeutique. Et donc, au travers de ces papiers, elle prend souvent l'exemple de la cardiologie et elle dit que avec simplement un des symptômes cliniques, on ne serait pas en mesure de pouvoir dire s'il faut opérer ou pas les patients. Et il faut l'utilisation de l'IRM cardiaque, de la coronographie, afin de décider au mieux de la stratégie thérapeutique. Et nous devons nous concentrer sur le fonctionnement cérébral pour pouvoir décider et adapter les stratégies thérapeutiques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vous présente également dans la même veine, toujours de cette quête, de ce Graal que peut représenter la recherche de biomarqueurs en psychiatrie, un papier qui, lorsqu'il est sorti, a fait pas mal de bruit. C'est le papier de Drysdale qui est sorti dans Nature Medicine en 2017. Donc, je peux vous transmettre l'article si jamais vous ne l'avez pas, parce que, comme je l'ai dit, il a fait pas mal de bruit. Donc, je sais qu'il siège dans pas mal d'ordinateurs de psychiatres scientifiques en France. Je vous présente là que des résultats partiels, parce que ce papier, s'il a pu sortir dans un grand journal comme ça, sa force, c'est qu'il va avoir une ligne directrice et que, au travers de cette ligne directrice, il va y avoir en fait une succession d'expérimentations qui, chacune d'entre elles, vont aboutir au renforcement en fait de leur hypothèse initiale. Donc là, je vous présente juste le début de l'article, mais qui est suffisant pour poser le cadre de la présentation. Donc, dans Drysdale, les auteurs se sont reposés sur le même type d'imagerie que le docteur Williams, à savoir l'imagerie de connectivité fonctionnelle de repos. Donc, c'est ce qu'on va présenter en fait en haut à gauche de la diapositive, où on enregistre en fait au sein de l'IRM le signal BOL. Donc, ça va être le niveau d'oxygénation de l'hémoglobine qui va fluctuer dans le temps. Et on va enregistrer en fait cette fluctuation dans le temps. Une fois qu'on a ces données-là, on va pouvoir en fait parcelliser le cerveau. C'est toutes les petites boules rouges, vertes et bleues que vous voyez en haut à gauche de la diapositive. Et on va pouvoir construire en fait une matrice de corrélation qui est cette espèce de carré coloré qu'on voit qui est immédiatement adjacent. Et sur la base en fait de cette matrice de corrélation, où en abscisse et en ordonnée, on va avoir toutes les régions de couleur rouge, verte, bleue et orange. On va pouvoir déterminer en fait quelle structure parle le plus avec l'autre. Et ce qui a été le point fort du papier de Drysdale, c'est qu'ils ont utilisé une technique statistique qui a permis en fait de déterminer deux grands axes, deux grandes dimensions de la dépression. Et c'est ce qu'on retrouve en bas à droite de la diapositive. Un axe relié en fait à l'anxiété, un score anxieux, et un axe relié à l'anédonie. Et sur la base de ces deux grands axes, de ces deux grandes dimensions, ils ont adapté une technique en fait de classification hiérarchisée des matrices de corrélation au sein de leur échantillon, et ils ont pu en fait identifier 4 sous-groupes de patients qui vont pouvoir se placer le long de ces deux axes, donc d'anxiété et d'anédonie. Et donc ça, ce sont les 4 couleurs, donc bleu, violet, rouge et noir, qu'on voit sur le graphe. Donc ce que dit cette étude, c'est que sur la base du fonctionnement cérébral, on peut en fait classer 4 façons différentes
d'être déprimé en fonction des données cérébrales et que ces 4 façons d'être différents, on peut les organiser le long de 2 dimensions qui va être l'angoisse et l'anédonie. La suite du papier déroule leur réflexion autour de ça. Alors, pour faire ce type de papier, il faut énormément de données, puisque toutes les stratégies de classification nécessitent beaucoup de données. Ici, nous, à Rennes, nous avons pris le pari, en fait, plutôt de déterminer a priori un phénotype clinique de la dépression et de travailler sur ces différents phénotypes cliniques. Je vous présente un premier résultat donc, de l'équipe de Christian Barriot et de Dominique Drapier, qui a publié mon collègue Jean-Marie Bataille, qui, dans un échantillon assez large en fait, de patients déprimés, donc 114 patients déprimés, se sont intéressés en fait, sur 3 phénotypes bien particuliers, le phénotype de ralentissement, l'anxiété et l'anédonie dans la dépression, et à l'aide d'imagerie cérébrale en diffusion, qui est un type d'imagerie qui permet en fait de mesurer comment est-ce que les molécules d'eau vont se diffuser le long de la matière blanche. Ils ont pu déterminer en fait les bases cérébrales de ces 3 phénotypes cliniques. Et donc, on peut voir sur les graphiques que ce qu'on appelle les cartes de fraction d'anisotropie, c'est comment est-ce que les molécules d'eau se déplacent. Ah, si vous pouvez juste revenir en arrière. Voilà, merci. Comment est-ce que les molécules d'eau se déplacent dans le temps, le long des fibres blanches. On voit en fait que le ralentissement, l'anxiété et l'anédonie va reposer en fait sur des bases cérébrales distinctes et qui ne se chevauchent pas. Donc, en d'autres termes, ce résultat va venir un peu converger avec le résultat présenté auparavant, à savoir qu'au sein d'un cadre diagnostique qui peut sembler homogène à première vue, à savoir l'épisode dépressif caractérisé, en réalité, il existe différents sous-types qu'on va pouvoir identifier au moyen du ralentissement, de l'anxiété et de l'anédonie, et que ces sous-types, en fait, correspondent à des bases cérébrales distinctes, en tout cas au niveau de la matière blanche. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vous présente les résultats qu'on vient de publier récemment en collaboration avec le professeur Fakra, qui, je crois, est également connecté. Nous avons mis en évidence en fait des bases cérébrales relatives à l'apathie. Ici à Rennes, nous nous intéressons à l'apathie depuis un certain nombre d'années, que ce soit dans la maladie de Parkinson, la schizophrénie ou la dépression. Et je vous présente les résultats d'une IRM d'activation cette fois-ci, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander aux patients et aux sujets contrôle d'effectuer une tâche au sein de l'IRM. Je vous présente comment est-ce que la tâche se déroule. C'est une tâche qui a été développée donc par Eric et qui a pour objectif en fait d'engager des structures cérébrales impliquées dans l'identification d'émotions, mais de pouvoir aussi jouer avec le contexte environnant. On va pouvoir jouer sur le contexte de la congruence des images et sur le contexte en fait de la charge attentionnelle qui nécessite pour traiter ces images. Donc très rapidement, les patients sont dans la machine, ils ont deux manettes dans la main droite et dans la main gauche, et ils vont devoir dire si l'image qu'ils observent est plutôt positive ou négative. Donc positive ou négative, et seulement 2 boutons à cliquer. Et on leur demande en fait d'identifier la valence de l'image qui est encadrée en vert. Et donc, les images que les patients voient ne sont pas les 6 images présentées sur cette diapositive, mais seulement une image. Et chaque image est composée d'une zone périphérique, d'une image complexe, qui va nécessiter en fait une charge attentionnelle importante pour pouvoir la traiter, et d'une image centrale qui est composée d'un visage humain qui va exprimer une émotion. Et on sait que les visages humains sont traités de façon beaucoup plus automatique par le cerveau que des images contextuelles. Et donc, vous voyez où est-ce qu'on a voulu en venir. En fait, on va pouvoir créer 3 types de contrastes
au travers de cette tâche. Le premier contraste, ça va être un contraste qu'on a parlé de contraste dit de valence. Dans ce contraste de valence, on va opposer donc des images positives et des images négatives. Donc ça va être la première colonne à gauche, la colonne A. Dans la colonne B, on va pouvoir opposer des images dont le caractère congruent est différent. Par exemple, dans l'image avec l'ours blanc, vous voyez, une image avec ours blanc, c'est plutôt positif, avec son bébé ours. Et la personne qui est mappée sur cette image présente également une image positive. Donc, l'image de l'ours blanc, elle est une image congruente. Inversement, en bas, l'image d'un pistolet est une image négative, mais c'est incongruent avec l'émotion exprimée par la personne au centre de l'image. Donc, en bas, l'image avec le pistolet est une image incongruente. Et à droite, nous avons une colonne qui va engager des structures impliquées dans l'attention, où on va en fait opposer des images de même valence, mais de charges intentionnelles différentes. Exemple, en haut, l'image avec les têtes de mort, on demande à l'individu de labelliser l'image centrale, donc c'est quelqu'un qui exprime la peur, donc une image plutôt négative. Et en bas, on va demander à la personne de labelliser l'image contextuelle, puisque le cadre vert est autour de l'image contextuelle, donc une image compliquée, c'est un accident de voiture avec des pompiers, c'est également une image négative. Donc là, la valence est la même. Ce qui va différencier, c'est que on va traiter l'image automatique du visage différemment que l'image contextuelle de la scène périphérique. Et donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. On a mis en évidence, donc, en faisant cette tâche, une différence entre les groupes sujets sains et des groupes contrôle, avec des différences de connectivité entre l'amygdale et le cortex singulaire antérieur, c'est l'image de gauche, avec donc une connectivité entre ces deux structures beaucoup plus forte chez les sujets contrôle que chez les patients déprimés. Une connectivité également diminuée chez les sujets déprimés entre le cortex préfrontal et la structure cerclée en rouge qui est le cortex singulaire dorsal, le cortex singulaire antérieur dans sa partie dorsale. Et en revanche, on a pu mettre en évidence une connectivité beaucoup plus importante chez les patients entre le cortex préfrontal dorsolatéral et l'amygdale droite. Mais ce qui nous intéressait particulièrement dans ces travaux, ça va être le lien avec l'apathie qu'on a pu quantifier dans le groupe de patients déprimés. Nous avons pu mettre en évidence en fait une association positive entre les scores d'apathie et la connectivité cérébrale entre le cortex préfrontal dorsolatéral et la structure cerclée en rouge qui est le cortex singulaire antérieur périgénual. Donc, à mesure que les patients étaient apathiques, on pouvait observer une plus forte connectivité cérébrale entre ces structures lorsqu'ils réalisaient la tâche. Nous avons également acquis des images en diffusion, comme ça a été le cas dans le papier publié par Dominique Drapier, Jean-Marie Bataille et Christian Barillot. Et nous avons mis en évidence, de la même manière, en fait, une corrélation positive entre l'intensité de l'apathie et la fraction d'anisotropie qu'on peut interpréter comme une mesure de l'intégrité des fibres blanches dans un certain nombre de structures cérébrales, y compris le corps calleux et le cervelet. Alors, tous ces résultats sont plutôt encourageants. Maintenant, aujourd'hui, la grosse critique qui est faite à l'imagerie de diffusion, c'est qu'on mesure en fait uniquement le déplacement des molécules d'eau. Et les radiologues et les chercheurs en images ont émis la critique que, en fait, mesurer le déplacement des molécules d'eau ne permet pas d'être suffisamment informatif sur les structures biologiques qui vont sous-tendre les anomalies à l'origine des variations de diffusion des molécules d'eau. C'est-à-dire que, en d'autres termes, une fois qu'on a dit que les molécules d'eau diffusaient plus ou moins bien, en quoi est-ce que ça avance, en quoi est-ce que ça nous permet de vraiment comprendre la biologie qui sous-tend les troubles mentaux.
Une conséquence directe de ça, c'est que là, au moment des croisements de fibres, et Dieu sait si les croisements de fibres sont nombreux au sein du cerveau, en fait, on va mesurer une diffusion des molécules d'eau sans que ça puisse vraiment nous informer sur la nature des croisements de fibres. En gros, on va moyenner la diffusion des molécules d'eau au sein d'un croisement de fibres, et en fait, en moyennant les choses, on peut tout à fait aboutir à des fausses conclusions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est dans cette idée qu'on a monté donc le projet qui s'appelle ActiDep, qui a pour objectif en fait d'identifier les bases biologiques de l'apathie chez les personnes âgées déprimées au moyen de l'actimétrie. Donc je m'explique. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur l'apathie? En gros, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on fait une méta-analyse sur les études épidémiologiques, la dépression de la personne âgée double le risque d'évoluer vers une démence à strate d'âge et à genre constant. Et on sait, par ailleurs, que l'apathie va être un phénotype bien particulier qui va être particulièrement associé au déclin cognitif dans dans plusieurs maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, mais également chez les personnes qui présentent des accidents vasculaires cérébraux. Or, l'apathie aujourd'hui, ça reste difficile de la quantifier parce que ça fait référence à un construit psychologique qu'on appelle la motivation, et en fait, ce n'est pas facile de bien caractériser la motivation chez les personnes. Et donc, il y a toute une réflexion qui dit que nous devons avoir des marqueurs plus fiables, plus robustes de l'apathie. Et il s'avère que l'actimétrie a montré une association assez nette avec l'apathie dans différents cadres nosographiques tels que la dépression, les troubles cognitifs et d'autres maladies dégénératives. Donc, la question que nous avons posée dans le projet qui est actuellement en cours de déroulement, c'est est-ce que l'apathie qu'on va mesurer par actimétrie est associée à des anomalies cérébrales chez la dépression des personnes âgées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, ça rappelle une diapositive assez simple qui rappelle un peu les hypothèses. Donc, notre hypothèse principale, c'est que apathie et actimétrie sont associées dans la dépression de la personne âgée. Et hypothèse secondaire, les tracés d'actimétrie sont associés à des bases cérébrales biologiques. Et dès lors, l'idée générale, c'est que si on peut mettre en évidence cette association entre actimétrie et cerveau, ça veut dire que l'actimétrie est un bon candidat pour pouvoir dépister peut-être les patients les plus à risque d'être apathiques et les plus à risque d'évoluer vers des troubles cognitifs. Les critères que l'on va utiliser sont particulièrement focalisés sur des critères dits d'inflammation, où on va utiliser en fait une séquence d'acquisition qui va permettre de mesurer l'eau libre dans différentes structures cérébrales. Et l'eau libre, c'est un marqueur d'inflammation cérébrale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je me permets de développer un petit peu plus le concept en fait, de mesure d'inflammation in vivo au niveau cérébral, puisque c'est quelque chose qui a été nettement développé par Christian Barillot, ici à Rennes, en lien avec ses travaux dans la sclérose en plaques. Donc, ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée, que j'ai copiée sur un article de Pasternak, qui est une revue de la littérature sur comment est-ce qu'on peut mesurer l'inflammation dans le cerveau. Donc, il y a différentes façons de mesurer ça. Il y a bien sûr la microglie activée, qui est une mesure directe en PET imaging, mais qui est assez chère et invasive. Et donc, il y a différentes séquences qui ont été proposées au niveau de l'IRM. Et parmi celles-ci, une qui s'appelle en fait la mesure de l'eau libre à partir de l'imagerie de diffusion, donc en bas à droite, et qui est en fait accessible au moyen d'une acquisition qui s'appelle CubenSphere, qui a été développée ici à Rennes, dans le laboratoire de Christian Barillot,
en collaboration avec Scherer et Warwick, qui sont deux chercheurs dans le département de radiologie de Harvard. Et donc ici, le labo de Rennes a une collaboration de longue date avec ce département de radiologie de Harvard pour développer ce type d'acquisition et également de réfléchir à comment est-ce qu'on peut développer des pipelines de traitement de ce type d'acquisition. Une autre façon de mesurer l'inflammation au niveau cérébral, et là je vous engage à regarder vers la gauche de la diapositive, vers le MT, c'est le Magnetic Transfer Ratio que je vais développer un petit peu plus loin. C'est la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le Magnetization Transfer Ratio in Multiple Sclerosis a également été l'autre axe de travail de l'équipe de Christian Barillot dans le domaine de la sclérose en plaques. Et là, je vous présente les résultats donc de son équipe. Donc, le concept en fait de Magnetization Transfer Ratio, ça ressemble en fait au concept d'arterial spin labeling qui vous a été présenté ce matin par mon collègue Thomas Perrion. Il s'agit en fait d'envoyer une impulsion supplémentaire au niveau magnétique, de changer les gradients au sein de l'IRM afin d'envoyer une impulsion supplémentaire et d'opérer en fait une soustraction d'images afin de quantifier le compartiment d'eau libre. Globalement, plus le cerveau est inflammé et plus il y a d'eau libre. Oui, il s'agit de mon avant-dernière diapositive et je pense que je vais pouvoir être dans les temps. Lorsqu'on envoie en fait cette impulsion supplémentaire, les grosses protéines vont avoir une énergie magnétique différente. Et il s'avère que cette énergie magnétique va pouvoir se transférer en fait au compartiment de l'eau environnante. C'est pour ça que ça s'appelle Magnetization Transfer Ratio. Le fait est que dans le cas d'inflammation, dans les états inflammatoires au niveau cérébral, il va avoir par une cascade biologique qui va découpler en quelque sorte les macromolécules, les macroprotéines de l'eau libre. Et donc, lorsqu'il y a ce découplage entre le compartiment d'eau libre et le compartiment de macromolécules, le transfert d'énergie se fait moins. Et donc, on va pouvoir du coup quantifier ce découplage et ça va apparaître par exemple comme des hyposignaux sur l'IRM que je vous présente ici en haut. Donc ici, c'est une moelle épinière de patients avec sclérose en plaques et vous voyez donc à gauche, vous voyez un hypersignal en T2 de la zone inflammatoire, donc à gauche des 6 colonnes, et puis à droite, vous voyez l'image correspondante avec une acquisition en Magnetization Transfer Ratio. Ce qui est intéressant, dans la partie colorée du schéma, ce qui est intéressant, c'est regarder le graphe du milieu avec la courbe pleine NASC. NASC, ça veut dire Normal Appearing Spinal Cord, c'est-à-dire que c'est ce que le radiologue ne peut pas voir. Et on voit que lorsqu'on compare des patients CEP et des patients avec sujet sain, en fait, on voit qu'en utilisant une imagerie à type Magnetization Transfer Ratio, on va pouvoir identifier en fait des zones inflammatoires que le radiologue ne voit pas. C'est ça ce que veut dire en fait ce graphe coloré, et c'est tout l'intérêt de développer ce type de séquence, et c'est tout l'intérêt de développer ce type de biomarqueur en imagerie cérébrale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Mais, alors, c'est celle-ci, voilà, merci. Ceci est ma dernière diapositive, simplement pour vous donner un aperçu de ce qui est fait également dans le laboratoire et dans d'autres laboratoires dans le monde. Un autre type d'acquisition qui permet de mesurer en fait l'inflammation, c'est de mesurer en fait la dispersion des neurites. Les neurites, ça va être en gros les astrocytes et la microglie qui vont entourer les neurones et les gaines de myéline. Et en fait, quand on regarde le schéma, le petit croquis, vous voyez la molécule d'eau qui est le point rouge, qui dans le cadre normal va pouvoir se balader entre les astrocytes, la microglie et la gaine de myéline. Elle va avoir, en fait, ça va être comme une balle dans un flipper, elle va avoir différentes directions.
D'accord. En cas d'inflammation aiguë, la microglie et les astrocytes sont plus importants, ok, et donc les rebonds de la molécule 2 vont également être plus importants. Et en cas d'inflammation chronique, la microglie va s'atrophier et la dispersion, les molécules d'eau vont avoir des rebonds moins importants. Donc c'est ça le concept général d'une acquisition qui s'appelle NODI, qui est en train d'arriver à toute vitesse sur le marché des acquisitions et qui est en train d'être développé dans plein de pathologies du système nerveux central et notamment dans les troubles psychiatriques. C'est ma diapositive de conclusion. Simplement pour j'ai essayé par cette présentation de jumeler en fait ce qui se fait ici dans le laboratoire anciennement dirigé par le docteur Barillot. En quoi est-ce que le service de psychiatrie adulte collabore à cette réflexion avec le développement donc, de nouvelles acquisitions, vous l'aurez compris, essentiellement centrées sur la quantification de l'inflammation, avec tous les travaux faits dans la sclérose en plaques, qui est l'archétype, la maladie archétypale pour travailler sur l'inflammation dans le cerveau. Le laboratoire développe également des outils de machine learning et d'apprentissage statistique sur la base d'images. Simplement pour également témoigner que beaucoup de mes collègues ont travaillé avec le docteur Barillot et son équipe. Thomas Perréon a parlé ce matin, mais la première publication en arterial spin labeling, comme l'a mentionné M. Millet, remonte à 2008 avec Bérangère Duhamel. Ma collègue Cécilia Nosiciel a travaillé sur la neuronavigation, également mentionnée par le professeur Millet en introduction. Mon collègue David Travers a travaillé sur les stratégies de prise de décision dans les comportements suicidaires et mon collègue, le docteur Bataille, travaille sur le neurofeedback hybride en IRMF et en EEG. Donc, tous ces axes sont des axes de collaboration entre le service de psychiatrie de Rennes et le laboratoire du docteur Barillot. Je vous remercie de votre attention.